Abonnez-vous, c'est gratuit, laissez un commentaire si la vidéo vous a plu et surtout partagez un maximum sur vos réseaux sociaux afin de bien soutenir la chaîne. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2024, l'Iran lance de très larges frappes depuis son territoire sur l'État israélien, avec l'appui de ses alliés le Hezbollah libanais au nord et le Yémen houtiste au sud. En quelques minutes, plus de 300 projectiles, missiles et roquettes sont tirés par l'Iran et ses alliés, et le système de défense antiaérienne israélien, nommé Dôme de fer ou Sea Dome, intercepte alors 98% des armes lancées depuis l'Iran, le Yémen et le Liban. Cette opération secrète s'inscrivait dans la suite logique du bombardement israélien d'une annexe de l'ambassade iranienne en Syrie le 1er avril 2024. L'État iranien a donc décidé de montrer fermement son opposition à cette agression perpétrée par Israël. Mais pourquoi une telle crise entre l'État juif et l'Iran musulman ? Est-ce seulement une confrontation religieuse ou politique ? Et y a-t-il vraiment un conflit complet entre ces deux puissances dotées de l'arme atomique ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Entre l'Iran, autrefois la Perse, et Israël, l'État hébreu ou État juif, une coopération serait envisageable si l'on arrive à déplacer son regard de l'actualité. Si on s'intéresse aux intérêts qui ont lié par le passé les deux nations et qui continuent aujourd'hui d'être partagés malgré une franche hostilité bien affichée, on remarque que les relations entre l'Iran et Israël varient depuis 1947 entre collaboration de circonstances et d'opportunités dans la lutte contre l'ennemi commun, c'est-à-dire les voisins arabes, et une concurrence pour le leadership régional. L'antisionisme du régime des mollahs iraniens, ces religieux maîtrisant le Coran, est flagrant. Les sionistes représentent à l'origine un parti politique international juif mené par Theodor Herzl dans les années 1920, voulant donner aux juifs du monde entier un État-nation installé en Palestine, alors protectorat britannique. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo réalisée par la chaîne reprenant le sujet dont le lien s'affiche à l'écran. Afin de comprendre le Moyen-Orient, il faut impérativement connaître les principales ethnies présentes dans la région. Les Sémites, par exemple, sont une ethnie en provenance d'Inde, s'étant installée au Moyen-Orient il y a des milliers d'années et qui s'est divisée entre Juifs d'un côté et Arabes de l'autre. La Perse, ou Iran quant à elle, comprend une ethnie à part, d'origine persane, connue pour avoir été l'ennemi affiché des Grecs puis des Romains dans l'Antiquité. On trouve également des Turcs, en Turquie bien sûr, mais aussi dans tous les pays finissant en stan, se trouvant en Asie centrale. On retrouve également cette ethnie en Chine avec les Ouïghours, mais aussi en Azerbaïdjan, ce qui fait mieux comprendre le dernier conflit dans le Haut-Karabakh entre l'alliance turco-azérie et les Arméniens. Alors commençons par l'ancienne Perse ou Iran. L'Iran a pris ce nom après la chute du dernier empereur de Perse, ou Shah, dont la dynastie des Pahlavis a régné sur le pays de 1925 à 1979. C'est cette révolution islamique qui fut soutenue à l'époque entre 1979 et 1980, dans le cadre de la guerre froide, paradoxalement par l'URSS communiste. Ceci permit d'éliminer le principal soutien des Américains dans la région, le dernier empereur, Mohammad Reza Pahlavi, souverain de la Perse ou Iran. Les mollahs mirent donc en place un gouvernement contrôlé par les religieux et soutenu par les communistes et poussèrent le Shah à l'exil en Égypte chez son ami Sadat. Au XVIe siècle, à l'époque de Soliman le Magnifique, sultan ou empereur turc-ottoman, alors le plus puissant souverain du monde et contemporain de François Ier, la Grande Porte ou Empire ottoman, alors en pleine expansion, s'opposait alors dans sa domination de la région au très ancien empire perse. On distingue donc aussi une lutte toujours d'actualité entre Persans et Turcs pour la domination du monde musulman. Une autre opposition existe à côté, cette fois religieuse.
Le monde musulman comprend en effet environ 1,8 milliard de croyants qui se répartissent en deux tendances religieuses. D'un côté, le sunnisme représente 1,5 milliard d'adeptes, et de l'autre, le chiisme, environ 300 millions. Un tiers des chiites de la planète se trouvent en Iran, tandis que la quasi-totalité des pays arabes et des Turcs sont de la tendance sunnite. Mais que veut dire sunnisme et chiisme ? Le chiisme et le sunnisme s'opposent sur une question simple depuis les origines. Quel homme est le plus à même de pouvoir succéder en tant que calife, chef politique et religieux de l'islam, au prophète Mohammed ou Mahomet ? Pour les chiites, il est évident que cet homme doit provenir de la famille même du prophète et donc avoir le même sang. Chez les sunnites, en revanche, le successeur du prophète doit être choisi parmi les hommes les plus capables de gouverner le monde musulman. Ainsi, cette division religieuse qui s'est beaucoup accentuée avec le temps explique la perte de puissance de l'islam, confronté à des guerres fratricides gigantesques au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle entre les trois colosses de l'islam, l'Empire ottoman, l'Empire perse et l'Empire moghol couvrant les Indes et l'Afghanistan. Vous comprenez donc mieux, à présent, les intérêts communs des Israéliens et des Iraniens face à une population majoritairement arabe et turque, mais aussi sunnite dans la région. Les ennemis de mes ennemis étant donc mes amis, les deux puissances nucléaires ont donc bien des intérêts communs très anciens. Étudier les relations israélo-iraniennes revient donc à analyser la géopolitique du Moyen-Orient en décalant notre regard de la majorité arabe et en envisageant le rôle et les logiques de coopération entre ces deux États ces 70 dernières années. L'analyse des relations bilatérales entre Israël et l'Iran soulève également la question des types de coopération poursuivis entre deux États dont les populations sont réticentes à accepter la possibilité d'une entente commune. Plutôt qu'une alliance qui suppose la publicité et se fonde sur un accord moral entre les deux pays, nous verrons que ces relations restent systématiquement contre une alliance ouverte et amicale à laquelle les dirigeants préfèrent une politique de partenariat ponctuel et officieux, voire secret. De ce point de vue, il est intéressant de comprendre la grande particularité des relations israélo-iraniennes au sein du système international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'entrer dans le détail des relations entre l'Iran et Israël, il convient de rappeler les particularités de leur environnement régional. Situés en périphérie, de cultures que l'on pourrait qualifier de minoritaires, dans la mesure où la majorité des pays du Moyen-Orient sont de culture arabe, Israël et l'Iran n'en cultivent pas moins leur ambition d'accéder à l'hégémonie régionale. Toutefois, avant de prétendre au leadership, encore leur faut-il exister. De ce point de vue, Israël part d'une position de grande faiblesse. Son étendue géographique est relativement réduite et la verticalité de son territoire le prive de cette profondeur stratégique qui permet à un État d'encaisser le choc d'une invasion étrangère. À ce désavantage, il convient d'ajouter la menace pour son existence venant de ses voisins immédiats qui se sont jurés depuis 1948 avec la fondation de l'État juif et jusqu'en 1967 au moins avec la guerre des 6 jours, de faire disparaître purement et simplement l'État d'Israël. Pour ses ennemis des années 1950 et 1960, la disparition d'Israël revêt en effet une importance capitale puisqu'elle est conditionnée par la réalisation du projet panarabique, c'est-à-dire l'unité de tous les Arabes au sein d'un seul État. Avant 1967, la vulnérabilité d'Israël est accrue par son manque d'alliés de poids sur la scène internationale. Seules les puissances déclinantes françaises et britanniques lui apportent alors un soutien militaire et diplomatique. Dans ces conditions, les dirigeants israéliens se lancent dans une politique d'alliance tous azimuts qui les conduit à prendre contact avec l'ensemble des acteurs ayant des griefs envers les États arabes du Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'Iran fait donc naturellement l'objet des attentions israéliennes dès 1947. L'Iran est également porteur d'importantes particularités dans la région,
des particularités qui ont tendance à le rapprocher diplomatiquement d'Israël. Situé en bordure orientale du Moyen-Orient, le pays est dirigé, avant la révolution islamique de 1979, par la dynastie Pahlavi, qui fonde son pouvoir sur une politique pro-occidentale à vocation impériale. Sa principale source de légitimité politique réside dans un discours professant l'idée suivante. L'Iran, pays musulman mais de culture perse, donc distinct de ses coreligionnaires arabes, a une vocation historique plurimillénaire de leadership sur le Moyen-Orient en tant qu'héritier de l'empire fondateur des Sassanides. Ce discours nationaliste gagne en intensité lorsqu'il évoque son encerclement par l'Irak et le Pakistan sunnite à l'ouest et à l'est, et la menace de l'Azerbaïdjan turc au nord. Il y a beaucoup d'Azéris, donc turcs, dans le nord de l'Iran. Ces prétentions au leadership régional sont ensuite actualisées par l'idéologie islamiste des mollahs qui prennent le contrôle du pays en 1979. La volonté de domination iranienne sur le monde arabe se justifie désormais par une solidarité musulmane, chiite et non alignée, c'est-à-dire s'écartant de l'URSS ou des États-Unis. Ainsi, Israël et l'Iran partagent suffisamment de défis, de menaces et d'enjeux communs pour développer, dès la proclamation de l'État d'Israël en 1948, une étroite politique de coopération. Toutefois, l'effacement relatif de la menace arabe ces dernières décennies du XXIe siècle, avec la guerre en Irak, et le retrait des puissances dominantes américaines et russes de la région, ont accru les tensions entre les deux États en les isolant dans la compétition pour le leadership régional. Les menaces de destruction mutuelle entre la République islamique d'Iran et l'État d'Israël ne sont pas limitées à la seule compétition entre États. Elles relèvent aussi en partie d'un discours visant leur politique intérieure et donc leur population. Si une politique étrangère de coopération avec Israël est moins évidente sous le régime islamique, l'Iran du Shah développait auparavant des relations étroites avec Israël, notamment sur le plan commercial et militaire. En effet, dès le plan de partage de la Palestine en 1947 sous l'égide de l'ONU, lequel entérine la création d'un État juif indépendant, les diplomates et militaires israéliens font le constat de leur isolement dans un environnement régional particulièrement hostile. David Ben-Gourion, l'homme fort du régime nouvellement créé, développe alors la doctrine de la périphérie. L'idée est de nouer des relations avec les États de la deuxième ceinture géographique, limitrophes de la sphère arabe, afin de prendre à revers ses ennemis. Israël regarde dorénavant vers l'Afrique subsaharienne, le Caucase et l'Asie, et en particulier vers l'Iran, qui constitue, selon le chercheur Avi Shleim, le joyau de la couronne de la doctrine périphérique. Symétriquement à la vision israélienne, Mohammad Reza Pahlavi voit dans un partenariat avec Israël une opportunité de prendre à revers ses adversaires arabes, et en particulier l'Irak. Les nouveaux alliés prennent contact en 1950 à l'occasion du transfert des Juifs d'Irak vers Israël, qui transitent via l'Iran afin de rejoindre l'État juif nouvellement créé. La coopération entre Israël et l'Iran, qui reste officieuse afin de ne pas alimenter les critiques du clergé chiite iranien, se renforce ensuite en 1957 lorsque le monde arabe est pris d'une effervescence nationaliste à la suite de la prise de pouvoir de Nasser en Égypte en 1952 et de la crise de Suez de 1956. En effet, en cette année 1956, l'Égypte d'un côté et Israël, soutenu par la France et le Royaume-Uni de l'autre, s'engagent dans une guerre pour le contrôle du canal de Suez, axe commercial numéro 1 dans le monde et générateur d'immenses revenus, une propriété coloniale franco-britannique que Nasser souhaite nationaliser. La crise de Suez est pour Israël aussi un moyen de prendre la région du Sinaï, riche en pétrole. Si les opérations militaires sont un succès pour les attaquants, la victoire politique revient cependant à Nasser, qui apparaît grâce au soutien des États-Unis et de l'URSS, toutes deux anti-impérialistes et prônant de manière très intéressée la décolonisation, comme la victime d'un impérialisme colonial. Par conséquent,
le dirigeant égyptien prend une envergure telle que ses adversaires resserrent les rangs pour mieux contrer son influence grandissante. C'est dans ce contexte que l'Iran, Israël et la Turquie formalisent un partenariat stratégique auquel ils donnent le nom de code Trident, reposant entre autres sur une coopération resserrée dans le domaine du renseignement. Ainsi, et ce jusqu'en 1977, les directeurs des agences de renseignement turques, iraniennes et israéliennes se réunissent au moins tous les 6 mois pour coordonner leurs actions dans ce domaine. Le Shah d'Iran autorise par ailleurs une représentation israélienne à Téhéran sans aller toutefois jusqu'à la reconnaissance officielle. Les effets de ce partenariat restent néanmoins contrastés. Il s'agit pour Israël de montrer à l'URSS et aux États-Unis qu'elle n'est pas isolée dans la région et qu'elle dispose d'alliés. De plus, l'Iran et la Turquie maintiennent officiellement leur distance avec Israël afin de ne pas alimenter les critiques au sein du monde arabo-musulman. Il est un domaine où la coopération a été fructueuse, le renseignement. Aux côtés de l'Égypte, l'Irak émerge à la fin des années 1950 comme un adversaire de premier plan. À partir de 1958, le pays est dirigé par un régime nationaliste mené par l'officier Abdelkarim Qassem, dont le mouvement d'officiers libres est similaire à son équivalent égyptien. Les services de renseignements iraniens et israéliens, Savak en Iran et le Mossad en Israël, soutiennent à partir de mai 1965 la rébellion kurde en Irak afin d'affaiblir ce nouveau régime de Bagdad. Le Shah, en plus d'affaiblir son adversaire, espère ainsi qu'Israël plaidera sa cause auprès de l'administration américaine de Kennedy, avec laquelle il pense qu'Israël entretient d'étroites relations. Pendant les 20 premières années d'existence de l'État d'Israël, la coopération avec l'Iran, bien que timide, semble donc aller en se renforçant, tout en demeurant cachée aux opinions publiques de la région, très hostiles à Israël. Les relations semblent plus développées dans le domaine énergétique. En effet, à la suite de leur défaite de la guerre de 1948 visant à détruire l'État d'Israël nouvellement créé, l'Égypte et l'Irak privent ce dernier de ses approvisionnements en pétrole. En 1958, la question pétrolière devient critique pour Israël, après que l'URSS pro-arabe ait décidé de cesser ses ventes. Israël est alors contraint de se tourner vers son allié iranien. Dès 1957, ce dernier devient le premier fournisseur de pétrole d'Israël et en 1967, les deux alliés construisent un oléoduc qui relie Eilat, sur les bords de la mer Rouge, aux infrastructures de la ville portuaire méditerranéenne d'Ascalon. À la fin des années 1960, ce sont 10 millions de tonnes de pétrole qui transitent annuellement sur ce dispositif, soit un volume qui dépasse les besoins d'Israël. L'embargo pétrolier de 1973, faisant suite à la guerre du Kippour, une guerre de vengeance des pays arabes suite à leur défaite de la guerre des 6 jours de 1967, mène au premier choc pétrolier et à une crise économique mondiale voulue et décidée par les pétromonarchies arabes unies contre Israël. L'Iran ne participera pas à cet embargo car ce débouché assure à ce dernier des revenus très importants compte tenu de l'augmentation du cours du pétrole. Le prix du baril est en effet multiplié par 3 en quelques mois. Par ailleurs, le pays applique, avec Israël, son principe du pétrole contre armement dans le cadre du projet Fleur, visant à développer les capacités iraniennes dans le domaine des systèmes de tir de missiles d'une portée moyenne de 200 km avec une adaptation pour un lancement depuis un sous-marin. En échange du savoir-faire israélien dans ce domaine, l'Iran paie 300 millions de dollars comptants, auxquels s'ajoutent 250 millions en pétrole. Les deux alliés se partagent alors les tâches, Israël développe la technologie et l'Iran fabrique et teste les missiles sur ses installations. Jusqu'à la fin des années 1990, l'entente entre Israël et l'Iran reposait largement sur la menace représentée par le monde arabe. Or, à partir des années 1990 et de manière croissante après les attentats du 11 septembre 2001,
cet ennemi commun qui servait de ciment à leur coopération bilatérale entre dans une phase de déclin prolongé. Cela a pour effet de mettre en contact les deux puissances régionales montantes. Dans un premier temps, la menace irakienne reste suffisamment importante pour les deux États, malgré l'embargo que subit le pays dans les années 1990. Par ailleurs, la montée en puissance du régime des talibans en Afghanistan à la même époque nourrit les inquiétudes du gouvernement iranien qui concentre ses efforts pour sécuriser sa frontière nord-orientale. Un premier pas vers la confrontation est amorcé par l'invasion des forces internationales pro-américaines de l'Afghanistan en 2001 qui neutralise temporairement la menace constituée par les talibans. C'est à ce moment-là qu'Israël fait le constat d'une influence grandissante de l'Iran dans les organisations paramilitaires chiites et antisionistes, Hezbollah au Liban et Hamas en Palestine, qui se déploient à ses frontières. L'ascension de Mahmoud Ahmadinejad, ouvertement antisioniste et antisémite à la présidence iranienne en 2005, continue à l'époque à alimenter les inquiétudes des Israéliens. Selon eux, l'Iran constitue désormais la principale menace pour la sécurité israélienne. L'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 achève une puissance déjà bien entamée par son isolement des années précédentes et supprime le principal ennemi commun à Israël et à l'Iran. Les soulèvements arabes qui s'étendent à la Syrie dès 2011 et dégénèrent ensuite en guerre civile détruisent enfin ce qui pouvait rester de l'ancien axe Damas-Bagdad. Ces événements constituent un tournant historique pour Israël qui voit, non par hasard, sombrer dans le chaos deux des principales menaces à son existence depuis 1948, l'Irak et la Syrie. Néanmoins, la politique ayant horreur du vide, cet effacement ouvre aussitôt la voie à la montée en puissance de l'Iran. Car le gouvernement irakien, soutenu par les États-Unis, choisit de s'en remettre à la communauté chiite irakienne majoritaire pour reconstruire le pays. Or, il existe des liens historiques très étroits entre les communautés chiites irakiennes et iraniennes. Par ailleurs, le soutien militaire iranien apporté au régime de Bachar al-Assad en Syrie renforce par là même sa présence au Liban à travers les réseaux du Hezbollah. Ainsi, à mesure que les ennemis communs aux Israéliens et aux Iraniens s'affaiblissent, l'influence de l'Iran n'a de cesse de s'accroître dans la région au point de donner naissance à un axe chiite Téhéran, Bagdad, Damas, c'est-à-dire Iran, Irak, Syrie. Pour Israël, l'Iran n'est plus ni un acteur périphérique, ni un allié potentiel, depuis qu'il soutient des organisations foncièrement hostiles à son existence à Gaza, au Liban ou encore à Damas. En outre, l'appui iranien à ces organisations conduit à un durcissement de son discours vis-à-vis de son ancien partenaire. Ce discours permet de justifier d'autant plus sa politique d'influence qu'Israël n'a cessé de renforcer son alliance avec les États-Unis, tandis que l'Iran renforce son alliance avec la Russie. Le développement du programme nucléaire iranien achève enfin de transformer l'ancien allié en potentiel belligérant, c'est-à-dire un ennemi, au tournant des années 2010. Toutefois, l'avenir de l'influence iranienne au Moyen-Orient apparaît aujourd'hui bien incertain. Le retour des sanctions en 2018 maintient l'économie iranienne dans un état de fragilité structurelle qui limite son économie. Du reste, la présence iranienne en Irak a connu de sérieux revers en 2019 lorsque sunnites et chiites irakiens ont manifesté à l'unisson leur opposition à l'Iran. Les ingérences de Téhéran contribuent donc à favoriser un sentiment anti-iranien puissant au sein de la population irakienne et pourrait même compromettre la solidarité chiite entre l'Irak et l'Iran. Enfin, la guerre menée par la Russie en Ukraine risque de conduire à un désengagement du front syrien, puisque les capacités de projection militaire russes sont concentrées sur le front ukrainien. En outre, la présence de la Russie en Syrie paraît se réduire de jour en jour, notamment depuis que la Turquie a interdit ses détroits aux navires militaires et a fermé son espace aérien. Ankara joue donc un double jeu afin d'étendre son influence.
Dans ces conditions, l'Iran risque de se retrouver seul en Syrie et à la portée des forces armées israéliennes qui ont jusqu'à présent fait preuve de retenue dans leur affrontement avec le Hezbollah libanais, de façon à ne pas contrarier leur allié russe. L'effacement potentiel de la Russie au Moyen-Orient risque donc d'alimenter indirectement la rivalité israélo-iranienne. Si l'on ajoute à ce constat celui du désengagement américain de la région, commencé par l'administration Obama et confirmé par les présidences Trump et Biden, les deux anciens alliés risquent par conséquent d'être livrés à eux-mêmes au Moyen-Orient dans les années à venir. Israël peut même compter à présent sur les accords d'Abraham contractés à la fin de l'année 2020 avec les Émirats arabes unis et Bahreïn sous l'égide des États-Unis pour gagner en influence face à l'Iran. Étant donné l'effacement des intérêts liant Tel Aviv et Téhéran et la poursuite par l'Iran de sa stratégie d'influence régionale et de son programme nucléaire, nous assistons donc à une recrudescence des tensions entre les deux pays. Néanmoins, ce retour de tension ne semble pas de nature à précipiter le déclenchement d'une guerre ouverte que les deux acteurs n'ont les moyens ni de mener ni de gagner. De sorte que les affrontements par procuration et les guerres secrètes entre les deux anciens alliés pourraient continuer de s'intensifier dans un futur proche. Ces dernières années, Israël a en effet employé un large éventail d'opérations secrètes allant du piratage informatique des centrales nucléaires iraniennes grâce au virus Stuxnet, découvert en 2010, jusqu'aux assassinats ciblés de scientifiques iraniens. L'Iran soupçonne Israël d'être responsable d'une dizaine d'assassinats ces dernières années. À moins que, lassés des coûts et des risques, l'Iran et Israël pourraient consentir enfin à mettre un terme à une rivalité qui ne repose ni sur l'histoire, ni sur la géographie. Cependant, la succession des gouvernements nationalistes à Tel Aviv, l'antisionisme au sein de la classe politique et de l'opinion publique iranienne rendent un tel scénario peu probable à ce jour. Avec le SIDOM israélien et le système SBIRS Space-Based Infrared System des États-Unis, l'État hébreu se trouve donc apparemment à l'abri de toute attaque. Ceci va certainement renforcer la confiance dans la technologie US et donc les commandes pour le complexe militaro-industriel. En Europe, un bouclier antimissile équivalent existe bien, piloté en grande partie par une Allemagne qui s'appuie sur la technologie américaine et israélienne, le fameux projet Sky Shield, bouclier du ciel, qui est déjà en train de se déployer. Ceci se fait malheureusement sans la France, qui espérait des commandes du système sol-air de moyenne portée SAM-T Mamba, de conception franco-italienne. Les Allemands ne semblent pas comprendre qu'un système européen de défense autonome doit se faire avec des produits et systèmes de fabrication purement européens, et donc autonomes. Pouvant contrer en théorie ces systèmes de défense mis en place, nous pouvons mentionner les fameux missiles hypersoniques qui connaissent un nouveau développement depuis les années 2010. Ce sont officiellement des armes offensives potentiellement redoutables contre les forces aéronavales et amphibies que les pays atlantistes mettent typiquement en œuvre dans les zones de crise. Elles sont de deux types, missiles de croisière hypersoniques et planeurs hypersoniques de rentrée propulsés au départ par un missile balistique. Les États-Unis, la Chine et la Russie développent de telles armes depuis une quinzaine d'années et en ont à disposition aujourd'hui apparemment, bien qu'aucune source visuelle réelle ne permette de le confirmer. À titre d'illustration, le missile russe hypersonique 3M22 Tsirkon, siglotant SSN-33, serait capable d'atteindre Mach 8, c'est-à-dire environ 10 000 km/h, et aurait une portée de 500 km en vol à basse altitude ou 700 km en trajectoire semi-balistique. La Chine aussi équipe certains de ses missiles d'un véhicule de rentrée hypersonique manœuvrant capable d'atteindre à longue distance et avec grande précision une cible mobile comme une task force aéronavale croisant loin au large des côtes chinoises pour peu que les moyens de repérage et de guidage terminal le permettent. Mais tout cela, ce ne sont que des mots. Il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve concrète de leur existence.
Le missile Zircon russe aurait été employé en Ukraine, mais sans plus d'informations. Il est indiqué comme composé de zirconium, un métal utilisé en joaillerie et indétectable par les radars. Ainsi choisi pour ses propriétés physico-chimiques de résistance à la corrosion, de résistance à l'irradiation, de grande pénétrabilité des neutrons lents pour la fission nucléaire, de conservation des propriétés à haute température, ce métal est utilisé par conséquent dans l'industrie nucléaire ou chimique sous forme d'alliages tels que le zircaloy, avec de l'étain, du fer et du chrome, ou de verre de zircon, employé pour le confinement en sarcophage de déchets radioactifs. Ce que l'on peut conclure aujourd'hui de ces longues relations entre le monde persan-iranien et Israël, c'est que ces deux États se sont toujours vus comme assiégés par leur environnement proche et ont donc tout fait pour sortir de cet isolement. Leur particularisme qui semblerait les séparer, surtout avec la crise actuelle, est en fait l'élément qui les a toujours rapprochés face à une majorité turco-arabe qui a en permanence menacé leur existence. Le développement du nucléaire iranien n'est qu'une suite logique du cheminement similaire emprunté par Israël afin d'assurer sa propre existence. Il ne peut en rien déstabiliser le Moyen-Orient, bien au contraire. D'ailleurs, vous pouvez découvrir le principe de dissuasion nucléaire développé dans notre précédente vidéo, dont le lien apparaît à l'écran. L'acquisition de l'arme atomique par l'Iran, si ce n'est déjà fait, est donc une pièce maîtresse fondamentale du dispositif de sécurité dans la région. Il suffit pour cela de regarder comment les conflits gigantesques entre l'Inde et le Pakistan voisins se sont immédiatement effacés à partir de l'acquisition par ces deux États de la puissance nucléaire en 1974. Le régime des Mollahs, même s'il est présenté comme intégriste voire dangereux, parfois à juste titre par les Européens et les États-Uniens, s'inscrit en fait malgré lui dans une logique identique à celle de la monarchie persane qui l'a précédée. Une politique volontariste de désenclavement qui est toujours la même. Et si l'on regarde les principaux mouvements terroristes qui touchent l'Occident, comme Al-Qaïda, l'État islamique ou Daesh, voire même le Hamas, ils sont en fait tous fondamentalement sunnites, au contraire de l'Iran lui-même. Sans louer bien évidemment pour autant un régime dictatorial qui ne semble même pas convenir à son propre peuple, on peut du moins d'un point de vue purement politique, voir dans l'ancienne Perse et en particulier dans sa population, un berceau de la civilisation qui a été dans un glorieux passé un modèle d'épanouissement culturel qu'il doit absolument redevenir pour le monde. Les actions d'Israël dans la bande de Gaza, en Palestine, en Syrie et au Liban, depuis des décennies, ne peuvent indéfiniment être justifiées par les attaques et attentats subis par l'État juif. Une politique régionale de coopération avec l'Iran, comme par le passé, permettrait du moins de stopper le financement de ces mouvements et d'assurer enfin une paix durable au Moyen-Orient. Les accords d'Abraham de 2020 ont bien montré que Juifs et Arabes pouvaient s'entendre. Qu'en est-il de l'Iran que l'on jette, comme la Russie, dans les bras de la Chine ? Il est temps pour les dirigeants de ces deux acteurs majeurs du Moyen-Orient de reprendre enfin le chemin de l'entente et de la coopération. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à le partager largement sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et bien sûr de mettre votre avis en commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit, et activez la cloche afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Un grand merci aux abonnés, sans lesquels rien ne serait possible.